comment les océans influencent notre météo? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Enfin, plus précisément, je vais essayer de montrer les liens qui existent entre océans et notre climat. Je pense que dans cette vidéo, je vais aborder cette question en 4 voire 5 points. Je sais pas trop, je vais voir. On a entendu 2 mots, météo et climat. Donc avant d'enchaîner sur les points, j'aimerais qu'on fasse un point, j'arrête pas de dire point, mais j'aimerais qu'on fasse un point sur ces 2 mots, parce que c'est des mots qu'on confond, qu'on mélange, qu'on confond souvent. Alors qu'est-ce que la météo? La météo, ça va être les conditions atmosphériques sur une courte période. Donc généralement, on est de l'échelle de quelques heures à quelques jours. Et ça nous permet de voir les conditions atmosphériques, c'est-à-dire la température, les précipitations et les vents. Globalement, c'est ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on lit dans le bulletin météo. On a une présentation des conditions atmosphériques, souvent à la journée. Donc par exemple, l'après-midi, le lendemain, le surlendemain, généralement 5 à 7 jours maximum. La météo, globalement, ça répond à la question: est-ce qu'il va pleuvoir ou est-ce qu'il va faire beau temps demain? Voilà, donc ça c'est la météo. Le climat, ça va décrire les tendances et les moyennes des conditions météorologiques sur une longue période. Généralement, on est sur des périodes qui vont de 30 ans à plus. Et c'est ce qui permet de dire, par exemple, qu'à tel endroit, habituellement, par exemple, il fait sec et chaud ou froid et humide. Donc ça, c'est le climat. Donc on voit bien que météo et climat sont liés. On peut simplifier comme ça, on peut dire que la météo, c'est une photo instantanée du climat. Pour simplifier. Donc maintenant que j'ai rappelé la différence entre météo et climat, je vais pouvoir enfin te montrer les liens qui existent entre les océans et notre climat. Le premier point que je vais aborder ici, ça va être celui auquel on pense ou pas, mais c'est celui du moins auquel on est plus familier, et ça concerne l'influence des précipitations. Je ne vais pas refaire ici le cycle de l'eau, mais globalement, on a de l'eau qui s'évapore des masses d'eau. Donc sur l'ensemble des masses d'eau, donc soit les océans, les lacs, les rivières, et puis également du couvert végétal, l'évaporation des océans représente 86% de l'évaporation globale. Alors tu vas me dire, c'est pas déconnant quand on sait que les océans recouvrent à peu près 70% de la surface de la Terre. Certes. Oui. Oui. Mais voilà. Donc les océans, l'évaporation des océans représente 86% de l'évaporation globale. Sur ces 86%, je suis mal installée, excuse-moi si je bouge, mais sur ces 86%, la totalité va retomber, alors à plus ou moins longue échelle, sous forme de précipitation. La précipitation la plus connue étant la pluie. Donc sur ces 86% d'eau qui s'évapore des océans, on a à peu près 79% des précipitations qui vont retomber dans les océans eux-mêmes. Et on a 21% des précipitations qui vont aller sur les continents. Et ces 21% de précipitations qui proviennent des 86% des océans correspondent à peu près à 70% des précipitations continentales. Là, je pense que je t'ai perdu. Je ne sais pas si je t'ai perdu, mais je vais simplifier de cette façon. Aujourd'hui, par exemple, moi là je suis en Savoie, il ne pleut pas, mais si par exemple il pleut, sur 100 gouttes de pluie, 70 gouttes proviendraient de l'eau des océans. Donc on voit bien ici la relation entre océan et météo, entre océan et climat. Donc ça c'est le premier point et c'est celui auquel on est confronté tous les jours, on est confronté à tous tout le temps, mais c'est celui qu'on remarque le plus, ça va être les précipitations. Le deuxième point, ça va être l'absorption et le stockage de chaleur. On a déjà tous fait l'expérience à la maison, surtout l'été. Par exemple, on a un verre d'eau, on a soif, on ne boit pas le verre d'eau en entier, on le laisse traîner sur la table. Ce verre d'eau
il se réchauffe et puis au moment où on veut boire, l'eau elle est chaude. On met souvent des glaçons. On voit que l'eau capte de la chaleur. Donc si à petite échelle, donc à l'échelle de nos verres, ça capte de la chaleur, tu te doutes bien que les océans vont également capter de la chaleur. Et les océans absorbent une quantité phénoménale de chaleur. Ils vont absorber l'énergie solaire, la chaleur de l'énergie solaire et la restituer dans le temps. Ça permet de réguler comme ça les températures. Donc ça c'est pour avec le soleil, mais également ce qu'on peut dire c'est que les océans vont absorber 90% de la chaleur excédentaire des gaz à effet de serre. Alors les gaz à effet de serre, t'en as des naturels et t'en as qui sont dus à l'activité humaine. Un gaz à effet de serre, qu'est-ce que c'est ? Ça va être principalement des molécules qui sont constituées de 3 atomes, le plus connu étant le CO2, mais tu en as plein d'autres, tu as du CO2, tu as du méthane et tu as de l'eau, car oui, l'eau est un gaz à effet de serre, mais je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc ces molécules, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont s'agiter. En s'agitant, elles vont toucher les autres molécules, donc petit à petit il va y avoir une chaîne, comme ça elles vont s'agiter jusqu'à revenir à la surface donc, de la Terre. En s'agitant, ça produit de l'énergie et l'énergie, ça produit de la chaleur. Donc c'est comme ça qu'on a de la chaleur due au gaz à effet de serre. Et donc les océans vont comme ça capter 90% de la chaleur excédentaire due au gaz à effet de serre. Avant 1970, la température moyenne à la surface des océans était de 16,1 degrés. C'est notre valeur, c'est d'ailleurs constituée comme une valeur de référence, ce 16,1 degrés et 1970. Pourquoi je t'en parle ? C'est parce que ça nous permet de voir directement une corrélation entre réchauffement climatique et océan, et ensuite océan et climat. Puisque depuis 1970, les températures n'ont pas cessé d'augmenter avec le temps. Par exemple, en 2022, la température moyenne à la surface des océans était de 21,1 degrés Celsius. Donc on voit bien cette augmentation. Avant 1970, on a sur des dizaines d'années avant une constante, depuis qu'on mesure, qui est de l'ordre de 16,1 degrés. Et depuis 70, avec notamment l'activité humaine et les gaz à effet de serre, on voit une augmentation des températures à la surface des océans pour atteindre en 2022 ce 21,1 degrés. Donc c'est comme ça qu'on voit que les océans captent de la chaleur et vont capter la chaleur excédentaire produite par les gaz à effet de serre. Donc ça, c'est le deuxième point. Je crois que c'est le deuxième point. Oui. Le troisième point, ça va concerner les courants et la distribution de chaleur. Puisque si les océans captent de la chaleur, stockent de la chaleur, à un moment donné, il va bien falloir qu'ils les distribuent. Qu'ils distribuent cette chaleur. Alors, on a de la chaleur qui s'est accumulée dans les océans et les océans vont transmettre cette chaleur grâce aux courants. On a 10 grands courants de surface qui régulent à peu près, qui ont une influence colossale sur la Terre. Donc, suivant où tu te trouves, dans quel pays tu te trouves, tu auras différents courants qui interviennent. Si tu es en France, le courant qui intervient, c'est un courant qui va te parler, du moins le nom va te parler, si je te dis Gulf Stream. Très certainement que ça te parle, tu as déjà entendu ce mot-là, certainement d'ailleurs dans le bulletin météorologique. Donc le Gulf Stream, je vais simplifier au maximum. Ça va être un transport de chaleur des tropiques jusqu'en Atlantique Nord. Et cet transport de chaleur, c'est ce qui va faire que l'Europe se réchauffe, notamment en hiver. Ce qui fait qu'on n'a pas des conditions excessives si on compare par rapport à des zones qui sont situées à même latitude. Je pense notamment France, Canada. L'hiver, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est ce qui permet comme ça de réchauffer l'Europe occidentale. Alors, je parle d'Europe occidentale. Europe occidentale,
on n'entend pas souvent, mais ça concerne donc globalement l'Europe de l'Ouest, tous les pays qui sont à l'ouest de l'Europe, c'est-à-dire on va retrouver le Portugal, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne, voilà, donc tous les pays qui sont à l'ouest de l'Europe, c'est ce que j'appelle l'Europe occidentale. Donc voilà, on a le Gulf Stream pour la France. Alors, le Gulf Stream, on constate ces dernières années qu'on l'a peut-être un petit peu surestimé et qu'il a un impact peut-être moins important que ce qu'on pensait et qu'il y a peut-être notamment des vents qui ont des impacts un petit peu plus importants que ce qu'on pensait également. Et ça, on le constate parce que le Gulf Stream est en train de diminuer et ça, c'est notamment dû avec la fonte des glaces au Groenland. Donc c'est comme ça qu'on constate que le Gulf Stream a peut-être un impact pas aussi important que ce qu'on pensait sur ce réchauffement de l'Europe. Voilà. Mais globalement, où que tu te trouves sur Terre, tu as 10 courants de surface qui influencent comme ça pas mal le globe et les océans. Donc voilà, donc ça c'était le 3e point. Le 4e point, et c'est un point qu'on ne considère pas à première vue, qui est l'absorption du dioxyde de carbone. Donc le dioxyde de carbone, on l'appelle couramment CO2. Et oui, tout à l'heure j'ai dit le CO2 est un gaz à effet de serre. D'ailleurs, c'est le gaz qui nous vient principalement en tête quand on parle de gaz à effet de serre. Et le CO2, c'est le principal gaz à effet de serre dû à l'activité humaine. Et bien, il faut savoir que chaque année, les océans absorbent à peu près 25% de dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Donc on a du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et cette atmosphère touche l'eau. Et ce CO2, c'est une molécule qui va se dissoudre naturellement dans l'eau. Elle va se dissoudre naturellement dans l'eau. Elle va se dissoudre en ion bicarbonate et en ion carbonate. Et ça, c'est important. Et ce qui est d'autant plus important, c'est que dans les océans, on a des végétaux microscopiques qui sont ce qu'on appelle des phytoplanctons. J'en parle vite fait ici parce que les phytoplanctons, j'en ferai très certainement, j'en ferai une vidéo prochainement puisque le phytoplancton, c'est magnifique et ça joue un rôle essentiel sur la vie sur Terre. Le phytoplancton va se nourrir justement du carbone pour grossir, pour croître, pour grandir. Et puis, donc il mange du CO2 et il rejette, il produit de l'oxygène. Voilà pourquoi le phytoplancton est important et j'en ferai une vidéo à part. Donc on a les océans qui vont venir piéger le CO2. Et les océans piègent à peu près 25% du CO2 atmosphérique par an. Pourquoi pas plus ? Parce que là on pourrait se dire cool, dans ce cas on peut produire beaucoup de CO2 et puis les océans vont les capter. Donc si on voit déjà que les océans ne le font pas naturellement, c'est qu'il y a des limites. Déjà, une dissolution, il y a quand même certaines conditions de pression, de température à respecter. Et puis on va voir également des limites de saturation, une limite de dissolution. Voilà. Mais les océans captent le CO2. Et je ferai aussi une vidéo à part sur ce captage de CO2, puisque le CO2, c'est ce qui va acidifier également les océans. Et donc, peut-être tu as déjà entendu parler ce mot d'acidification des océans. Et ça va avoir un impact par la suite. Mais ça ne répond pas à notre question actuelle. Donc, je vais m'arrêter ici. Donc ça, c'était le 4e point. Le 5e point. 4e point. Le 5e point, je vais parler des événements climatiques extrêmes. Le premier événement climatique extrême qui me vient en tête et qui est très connu, ça va être les cyclones. Donc les cyclones, comment ils se forment ? Les cyclones, on va avoir des températures élevées à la surface de l'eau, ce qui fait qu'on va avoir un appel d'air, une montée d'air comme ça qui va se produire et c'est ce qui va former les cyclones. En fonction évidemment de la température, il va y avoir une variation dans l'intensité de ces cyclones. Donc c'est le premier événement, extrême qui me vient en tête. Il y en a d'autres. Un autre que tu connais, du moins dont tu connais le nom, ça va être El Niño. El Niño, tu le connais. Il y a son pendant qui est El Niña. Donc El Niña, je simplifie. El Niño, c'est pour le chaud. El Niña, c'est le froid. El Niña, on va peut-être en entendre parler fin d'année 2024, début 2025. Parce qu'il va peut-être se produire. Alors El Niña est moins perceptible
suivant les conditions autres, est moins perceptible que El Niño. Donc des fois, on ne sait pas trop si El Niño s'est produit ou pas. El Niño, parce que El Niño, par contre, lui, on le perçoit bien. El Niño, c'est quelque chose, c'est un événement qui se produit à peu près tous les 2 à 7 ans. Et El Niño, globalement, c'est un réchauffement anormal des températures à la surface des océans, à la surface du Pacifique, d'Atlantique, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit Atlantique, hein? Oui, je crois que j'ai dit Atlantique, pardon. Donc, à la surface du Pacifique central et oriental. Plutôt qu'Atlantique, Pacifique, c'est mieux. Donc, ça va être, qu'est-ce qu'on entend par réchauffement anormal? Ça va être tout ça simplement une hausse des températures anormales, donc c'est-à-dire qui ne sont pas habituelles par rapport aux conditions, aux températures saisonnières ou aux moyennes historiques. Globalement, on pourrait dire que c'est une augmentation élevée, anormale. Là, je suis perdue, là, je ne sais plus ce que je dis. Là, c'est la fin de journée, le soleil est en train de se cacher, je ne sais plus tout ce que je dis. On pourrait dire que c'est une élévation non prévue des températures par rapport au climat. Puisqu'on a dit que le climat, c'était sur des longues périodes. Donc, on peut dire ça comme ça. Et globalement, voilà, El Niño, donc avec ce réchauffement brutal, anormal, va avoir un impact sur les courants et va modifier les vents. Et donc ça, ce qui va avoir par la suite, pour nous humains, ce qu'on va voir par ça, ça va être surtout des sécheresses, par exemple en Australie. On va avoir des inondations en Amérique du Sud. Et en Europe, il va faire plus chaud. On va avoir des hivers plus doux. Globalement, El Niño, c'est ça. À contrario, El Niña, donc cette fois, je t'ai dit, c'était le contraire de El Niño, ça va être le froid, donc moins perceptible que El Niño. Et El Niña, ça va donc refroidir certaines zones du globe et puis produire des inondations, notamment en Asie du Sud-Est. Voilà. Donc là, avec ces phénomènes climatiques extrêmes, on voit bien le lien entre océan et climat. Voilà, alors le 5e point, je l'ai peut-être un peu bâclé, je t'avoue, je ne sais pas du tout si tu m'as comprise. Je pense que si. Voilà. Donc là, avec ces 5 points-là, j'espère t'avoir montré les liens qui existent entre océan et climat, entre océan et météo, comment les océans influencent notre météo. Ces océans sont importants car ils permettent de réguler la température à la surface de la Terre. Il faut savoir que si on retire les océans, la température à la surface de la Terre serait supérieure de 36 degrés Celsius. Autrement dit, la Terre serait un désert en grande partie et il y aurait des parties où toute la population, les animaux, les végétaux seraient. Donc, avec des ressources en eau qui diminuent, etc. Donc, à plus de 36 degrés sur la surface de la Terre, je ne sais pas si la vie, enfin du moins la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui, disparaîtrait ou du moins serait fortement impactée. Parce que les océans donc, régulent les températures, ça permet aussi de contrôler et d'éviter d'avoir des événements extrêmes. Et puis les océans permettent d'avoir aussi une biodiversité, en plus de permettre la vie sur Terre. Voilà, donc j'espère t'avoir encore une fois montré le lien qui existe entre océan et climat, et in fine, l'influence des océans sur notre météo. On est actuellement le 23 octobre 2024. Je te dis à la prochaine.